53. Louis trouva un dérouleur d'adhésif plein dans un des tiroirs de la cuisine et un rouleau de corde rangé dans un coin du garage, à côté des pneus à neige de l'hiver précédent. Il attacha la pelle et la pioche ensemble à l'aide du ruban adhésif et confectionna avec la corde une bretelle de fortune. Les outils en bandoulière, Gage dans les bras. Il se passa la bretelle autour de l'épaule, puis il ouvrit la portière de la Civic et en sortit le rouleau de toile goudronnée. Gage était autrement plus lourd que Church. Avec un tel poids, il risquait d'arriver sur les genoux au cimetière des Micmacs. Il lui resterait encore à forer ce sol rocailleux et aride pour y creuser une tombe. Bon, il trouverait bien un moyen. Louis Creed s'avança jusqu'à la porte du garage. Il fit un arrêt pour éteindre la lumière, enfonçant le levier du commutateur avec le coude, puis il demeura un moment debout à l'endroit où l'asphalte faisait place au gazon. Loin devant, il discernait assez bien le tracé du sentier qui conduisait au cimetière des animaux. Il se détachait en clair sur un champ de ténèbres, comme si son herbe rase et drue eût été animée d'une sorte de phosphorescence. Le vent lui trifouillait les cheveux. L'espace d'un instant, il sentit monter en lui la vieille peur enfantine de l'obscurité. Il lui semblait qu'il n'était plus qu'une petite créature chétive et insignifiante. Il était terrorisé. Allait-il vraiment s'enfoncer dans la forêt, un cadavre dans les bras, traverser ces sous-bois ténébreux, sillonner de vents gémissants, seul cette fois? N'y pense pas, fais-le, simplement. Il se mit en marche. Lorsqu'il arriva au cimetière des animaux, 20 minutes plus tard, ses jambes et ses bras étaient secoués de tremblements spasmodiques, et il se laissa tomber par terre, le rouleau de toile goudronné sur les genoux, hors d'haleine. Il resta dans cette position pendant 20 autres minutes, au bord de l'assoupissement. Sa terreur l'avait quitté. Apparemment, la fatigue l'avait balayé. Ensuite, il se hissa lourdement debout, persuadé qu'il n'arriverait pas à escalader le tas d'arbres morts, mais sentant confusément qu'il fallait tout de même tenter le coup. Il lui semblait que son paquet ne pesait plus 20 kilos, mais 100. Mais une nouvelle fois, la magie opéra. Il eut l'impression de se souvenir brusquement d'un rêve oublié, ou plus exactement de le revivre. À peine eut-il posé un pied sur le premier tronc écroulé, cet étrange sentiment d'exaltation quasi euphorique s'empara à nouveau de lui. Sa fatigue était toujours là, mais elle lui paraissait tout à coup supportable, insignifiante même. « Vous n'avez qu'à me suivre, Louis. Prenez le même chemin que moi et ne regardez pas vos pieds. N'hésitez pas et ne baissez pas les yeux. Il y a un passage que je connais, mais il faut le franchir vite et d'un pied sûr. » Des gestes rapides et sûrs, oui, comme celui qu'avait eu Judd pour extraire le dard d'abeille. Il y a un passage. Non, il n'y avait pas de passage. Ou bien le tas de bois vous laissait entrer, ou bien il vous rejetait. Une fois déjà, Louis avait essayé de l'escalader par ses propres moyens, et il n'y était pas parvenu. Cette fois-ci, il le gravit du même pas sûr et léger que la nuit de l'expédition avec Judd. Il monta, sans baisser une seule fois les yeux, le cadavre de son fils dans les bras, jusqu'à ce qu'il sentît les doigts du vent creuser des sillons compliqués dans ses cheveux, les entremêlant, les rabattant sur son front. Il était au sommet. Il y demeura quelques instants debout, puis il dévala l'autre versant 4 à 4, comme un escalier. La pelle et la pioche s'entrechoquaient dans son dos, cliquetant légèrement l'une contre l'autre. Bientôt, ses pieds se posèrent à nouveau sur le sol élastique du sentier, qui, en cet endroit, était couvert d'un épais tapis d'aiguilles de pin. Il avança, laissant derrière lui la masse sombre du tas d'arbres morts, dont la hauteur excédait nettement celle de la grille du cimetière. Il marchait, son fils dans les bras, tendant l'oreille au gémissement du vent qui s'engouffrait sous les arbres. À présent, ses plaintes lugubres ne l'effrayaient plus. Son labeur nocturne serait bientôt terminé. « 54. Rachel Creed passa sous le panneau qui annonçait « Sortie numéro 8, Portland Westbrook, serré à droite », mit son clignotant et engagea sa chevette de location sur la rampe de sortie. À quelque distance en avant d'elle, l'enseigne lumineuse verte d'un Holiday Inn se détachait clairement sur le ciel d'encre. Un lit, dormir.
Oublier cette tension continuelle qui la torturait. Oublier aussi, ne fût-ce qu'un moment, l'horrible sensation de vide causée par la perte de son fils. Cette douleur ressemblait beaucoup à celle qui suit l'arrachage d'une dent. D'abord, ce n'est qu'un engourdissement massif, sous lequel on sent la souffrance levée sur elle-même, comme un chat qui remue nonchalamment la queue en attendant le moment de bondir sur sa proie. Et ensuite, l'effet de la novocaïne se dissipe, et là, on en prend vraiment plein la figure pour pas un rond. Pasco a dit à Ellie qu'on l'avait envoyé nous mettre en garde, mais qu'il ne pouvait pas intervenir. Il lui a dit qu'il était près de Louis parce qu'ils étaient ensemble au moment où son âme s'est désincarnée. Judd est au courant, mais il refuse de parler. Il se passe quelque chose, c'est sûr, mais quoi? Un suicide? Non. Louis se suicider? Je n'y crois pas. Et pourtant il me cachait quelque chose. Je l'ai vu dans ses yeux. Non, merde, c'était même étalé sur son visage, comme si malgré lui il avait voulu que son mensonge me saute à la figure, comme s'il avait voulu que je l'arrête, comme si une part de lui avait eu peur, terriblement peur. Peur? Non, Louis n'a jamais peur de rien. Tout à coup, elle donna un violent coup de volant sur la gauche et la chevette réagit avec la brusquerie typique de ces petites voitures légères. Ses pneus hurlèrent et elle fit une violente embardée. L'espace d'un instant, Rachel crut qu'elle allait se retourner, mais il n'en fut rien. Et bientôt, elle se retrouva à nouveau sur l'autoroute. Elle remit cap au nord. Le panneau de la sortie 8 et la réconfortante enseigne de l'Holiday Inn se brouillèrent rapidement dans son rétroviseur, puis ils s'en effacèrent complètement. Un nouveau panneau apparut en face d'elle. Ces lettres réfléchissantes, qui scintillaient surnaturellement dans la lueur des phares de la chevette, annonçaient « Prochaine sortie, route 12, Cumberland, Cumberland Centre, Jérusalem Slot, Falmouth, Falmouth Nord. » Jérusalem Slot, songea distraitement Rachel. Quel drôle de nom. Il a quelque chose de sinistre, je ne sais pas pourquoi. Viens dormir à Jérusalem, ô mon âme. Mais cette nuit, Rachel ne dormirait pas. En dépit des admonestations de Judd, elle était bien décidée à rouler d'une traite jusqu'à Ludlow. Judd savait ce qui se préparait, et il lui avait promis qu'il s'y opposerait. Mais Judd était un vieillard de plus de 80 ans, qui avait perdu sa femme à peine 3 mois auparavant. Elle ne pouvait pas s'en remettre entièrement à lui. Elle n'aurait jamais dû se laisser persuader aussi facilement de vider les lieux. Mais Louis avait d'autant moins eu de peine à la brusquer qu'elle était encore sous le coup de la mort de Gage. Il y avait aussi Ellie, avec ce polaroid de Gage qu'elle trimballait partout, et son visage hagard, le visage d'une fillette qui a miraculeusement survécu à un cyclone, ou dont le village a été rasé par un déluge de bombes larguées par de grands oiseaux d'argent, brusquement surgis d'un ciel jusque-là parfaitement serein. Plus d'une fois, durant ces nuits où elle restait allongée de longues heures sans dormir, les yeux grands ouverts dans le noir, Rachel s'était efforcée de haïr Louis à cause de cet affreux chagrin dont il avait posé le germe en elle, et parce qu'il ne la consolait pas comme il l'aurait dû, et ne la laissait pas le consoler comme elle l'aurait voulu. Mais elle n'y était pas parvenue. Elle l'aimait encore trop, et il avait ce visage si pâle, tellement creusé par l'angoisse. L'aiguille du compteur de vitesse de la chevette oscillait juste au-dessus de la ligne des 60 miles. À chaque minute, elle progressait d'1 mile. À ce train-là, il lui faudrait 2 heures et quart pour arriver à Ludlow. Elle avait encore une chance de battre l'aube de vitesse. Elle chercha à tâtons le bouton de la radio, l'alluma, la régla sur une station de rock de Portland. Elle mit le volume au maximum et fredonna avec la musique pour se maintenir éveillée. Une demi-heure plus tard, comme la réception devenait problématique, elle trouva une autre station de rock qui émettait à partir d'Augusta, celle-là. Elle abaissa la vitre de sa portière afin que l'air froid de la nuit lui souffle dans la figure. Elle se demandait si cette nuit finirait jamais. « 55. Louis avait retrouvé son rêve et le sentiment d'irréalité qui s'était emparé de lui était si fort qu'il baissait régulièrement les yeux pour s'assurer que c'était bien un rouleau de toile goudronnée qu'il portait, et non un sac poubelle en plastique vert. Lorsqu'il s'était réveillé, le lendemain de la nuit où Judd l'avait amené ici avec Church, il n'avait pratiquement aucun souvenir de ce qu'ils avaient fait. Mais à présent, il se rappelait de tout.
Il se souvenait aussi d'avoir éprouvé les mêmes sensations extraordinairement vives, d'avoir eu, comme cette nuit, l'impression que ses sens s'étaient animés d'une vie indépendante, qu'il se détachait de lui, allait explorer les profondeurs de la forêt, et lui en renvoyait, comme par télépathie, des brassées de sensations. Il suivait le tracé sinueux du sentier, reconnaissant toutes ses dénivellations, reconnaissant les endroits où il s'évasait, au point de devenir presque aussi large que la route 15, ceux où il devenait si étroit qu'il était obligé de progresser en crabe pour que les extrémités de son paquet ne s'accrochent pas dans les broussailles, ceux où il serpentait à travers des bosquets de pins immenses et majestueux. L'odeur poivrée de la résine lui picotait les narines, et il entendait le craquement léger des aiguilles sous ses pieds. Un son étrange, qui était plus une impression tactile que vraiment auditive. À la fin, le sentier prit une pente plus raide et la descente continua un bon moment. Puis Louis posa le pied dans une flaque d'eau et il s'enfonça dans la matière fangeuse qu'elle recouvrait. Des sables mouvants, s'il fallait croire ce que lui avait affirmé Judd. Louis examina le sol devant lui et il vit une étendue d'eau stagnante parsemée de touffes de joncs et d'arbrisseaux aux formes torturées, dont les grosses feuilles charnues avaient un aspect presque tropical. Comme la première fois, Louis eut l'impression que la nuit était moins profonde à cet endroit. L'air était chargé d'une bizarre luminescence. « Pour la portion suivante, faites comme avec le tas d'arbres morts. Il faut marcher d'un pas régulier et sûr. Contentez-vous de me suivre et ne regardez pas où vous posez vos pieds. »« D'accord, d'accord. Mais au fait, est-ce que vous avez déjà vu des plantes pareilles à celle-là dans le Maine ou n'importe où ailleurs? D'où est-ce qu'elles sortent, bon Dieu? » « Ne t'en occupe pas, Louis. Avance, c'est tout. » Il reprit sa marche, ne regardant le sol détrempé et la végétation marécageuse que le temps qu'il fallait pour repérer la première jonchée. Ensuite, il passa d'une protubérance herbue à l'autre en gardant les yeux fixés droit devant lui. La foi consiste à prendre les lois de la pesanteur comme postulat, se dit-il. Cette citation, il ne l'avait pas cueillie lors d'une UV de théologie ou de philosophie au collège. C'était une phrase que son prof de physique de l'école secondaire avait lâchée à brûle-pourpoint à la fin d'un de ses cours, et elle s'était gravée dans la mémoire de Louis. Prenant comme postulat la capacité du cimetière des Micmacs à ressusciter les morts, il s'enfonça dans le marais du petit Dieu, le cadavre de son fils dans les bras, sans regarder le sol à ses pieds, sans un seul regard en arrière. Le marécage était nettement plus bruyant qu'à la fin de l'automne. Des rainettes stridulaient dans les joncs, et ce concert de sons grêles et discordants prenait aux oreilles de Louis des résonances étranges, un peu hostiles. De loin en loin, un crapaud y ajoutait une note métallique et courte. Au bout d'une vingtaine d'enjambées, une silhouette confuse et bourdonnante lui effleura les cheveux, une chauve-souris probablement. La brume cotonneuse qui montait du sol commença à s'enrouler autour de lui. Ses pieds disparurent, puis ses mollets, et bientôt, tout son corps fut enveloppé d'une espèce de membrane laiteuse et légèrement phosphorescente. Autour de lui, une clarté diffuse illuminait les ténèbres, ineffable radiation au fond de laquelle il lui semblait percevoir la pulsation d'un cœur mystérieux. Jamais auparavant il n'avait éprouvé avec tant de relief la présence de la nature, cette conjonction de forces obscures formant un organisme vivant, et peut-être doué d'une sorte de conscience. Le marécage était animé d'une vie intense, et ce n'était pas qu'une illusion créée par le cœur strident des rainettes. Si l'on avait demandé à Louis de définir précisément à quoi tenait cette vie et le sens qu'il fallait lui attribuer, il en eût été bien incapable. Il savait seulement qu'elle était là, riche de tous les possibles, vibrant de forces emmêlées, et qu'à être pris dedans, il se sentait très minuscule et très mortel. À ce point, il entendit un son qu'il reconnut aussitôt comme celui qu'il avait tant effrayé lors de sa précédente visite. C'était ce rire qui montait en fausset, nasillard, suraigu, et s'achevait par des sanglots rauques et saccadés. La voix se tut un moment, puis le rire reprit, s'élevant cette fois jusqu'à un ululement perçant, et Louis sentit son sang se glacer dans ses veines. La brume flottait rêveusement autour de lui. Le rire s'estompa et il n'entendit plus que le sourd mugissement du vent. Il entendait la voix du vent, mais il ne sentait plus son haleine.
Bien sûr, puisqu'il se trouvait sans doute dans une espèce de cuvette, de faille géologique. Si le vent avait pu y pénétrer, cette brume se serait dissipée instantanément. Mais Louis n'était pas sûr d'avoir vraiment envie d'apercevoir ce qu'elle dissimulait. « Peut-être que vous croirez entendre des voix, mais ce ne sont que des huards qui chantent là-bas au sud, du côté de Prospect. Le son porte loin par ici. C'est bizarre. »« Des huards !» dit Louis tout haut. Sa voix était si brisée, si étouffée qu'il la reconnut à peine. Elle était comme désincarnée, et pourtant il y perçait une pointe d'amusement. Oh mon Dieu, où trouvait-il la force d'avoir encore de l'humour? Après une brève hésitation, il reprit son avance. Comme si le marais voulait le punir de cette courte pause, son pied glissa sur la touffe suivante et s'enlisa dans le limon bourbeux. Il eut un mal de chien à s'en extirper, et fut à deux doigts d'y laisser sa chaussure. La voix, si c'était bien une voix, se fit à nouveau entendre, sur sa gauche cette fois. Quelques instants plus tard, le rire s'éleva dans son dos, tonitruant. Il semblait que la voix était juste derrière lui, et que s'il s'était retourné, il aurait peut-être aperçu une créature couverte de sang, aux yeux étincelants, aux babines retroussées sur des crocs acérés, à moins d'un pas de lui. Mais cette fois, Louis ne ralentit même pas. Il continua d'enjamber les flaques d'eau stagnantes, le regard obstinément fixé devant lui. Soudain, la brume autour de lui perdit sa lumière, et il vit un visage suspendu dans l'air à quelque distance en avant de lui. Ses yeux profondément enfoncés dans leurs orbites étaient incurvés, comme ceux des figures de la peinture chinoise classique, et leurs prunelles d'un gris profond, diaprées de riches reflets jaunes, jetaient des lueurs d'abjecte concupiscence. Un affreux rictus lui étirait la bouche, et sa lèvre inférieure retroussée découvrait une rangée de chicots d'un brun noirâtre. Les oreilles impressionnèrent Louis par-dessus tout, car ce n'étaient pas des oreilles, mais des cornes recourbées. Non des cornes de bouc, comme celles du diable, mais plutôt des cornes de bélier. Cette face sinistre qui flottait dans l'air débitait un flot de gloussements ininterrompus. Sa bouche remuait sans arrêt, mais sa lèvre inférieure restait obstinément retroussée, et Louis distinguait les veines noires qui saillaient sur sa chair rosâtre. Ses narines se dilataient, comme pour aspirer l'air, et rejetaient ensuite des vapeurs blanches. À l'approche de Louis, la tête flottante déroula une longue langue pointue d'une couleur jaune sale. Elle était couverte d'écailles exfoliées. Louis vit une des écailles qui adhérait encore à la peau se soulever brusquement, à la façon d'une plaque d'égout, et un asticot en sortit en rampant. L'extrémité de la langue pendait mollement dans l'air, à l'endroit approximatif où la pomme d'Adam de la créature aurait normalement dû se trouver. À présent, elle riait. Louis serra étroitement le corps de Gage contre sa poitrine, comme pour le protéger. Ses pieds hésitants glissaient un peu plus à chaque enjambée. « Vous verrez peut-être de ces flammerolles que les marins appellent feux de la Saint-Elme. Elles prennent parfois des formes bizarres, mais n'y faites pas attention, ce ne sont que des mirages. S'il y en a qui vous importunent trop, vous n'aurez qu'à regarder ailleurs. » Le son de la voix de Judd, qu'il entendait en esprit, le rassura un peu. Il reprit le contrôle de ses mouvements, et son pas se raffermit progressivement. Il regardait toujours devant lui, mais apparemment le visage, si c'était bien un visage et non une simple illusion, un nuage de brume auquel son imagination conférait des traits, demeurait toujours à la même distance. Au bout d'un moment, il s'évapora, et il n'en subsista plus que des traînées blanchâtres qui s'effilochaient. Ce n'était pas un feu de la Saint-Elme. Non, évidemment. Cet endroit était peuplé d'esprits, il en foisonnait littéralement. Il aurait sans doute suffi que Louis tourne la tête pour apercevoir quelque chose d'assez affreux pour lui faire perdre instantanément la raison. Il aimait mieux ne pas y penser. Ce n'était pas la peine de remuer des idées pareilles. Il valait mieux... Quelque chose venait vers lui. Louis se pétrifia sur place, les oreilles dressées, écoutant le son qui se rapprochait inexorablement. Sa bouche s'ouvrit et resta aussi mollement pendante que si tous les tendons qui soutenaient ses maxillaires se fussent rompus simultanément. De toute sa vie, il n'avait jamais entendu un son pareil. C'était le son d'un être se déplaçant à travers une forêt, mais un être d'une dimension colossale. Des branches éclataient avec des détonations sèches,
Des buissons s'écrasaient dans un fracas retentissant, sous des pas incroyablement pesants. La chose était tout près, et elle venait dans sa direction. Le sol spongieux se mit à vibrer sous ses pieds. Il tremblait comme de la gélatine. Louis s'aperçut tout à coup qu'il gémissait sourdement. « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vient vers moi à travers le brouillard ?» Et qu'à nouveau, il serrait étroitement le corps de Gage contre sa poitrine. Les rainettes et les crapauds avaient cessé de chanter, et une étrange puanteur de viande avariée, douceâtre et tiède, imprégnait à présent l'air humide. Quoi que cette chose pût être, elle était d'une taille gigantesque. Le visage terrifié de Louis se leva progressivement vers le ciel, comme s'il suivait des yeux la trajectoire d'une fusée. Les pas de la créature continuaient à secouer le sol, et ils venaient toujours vers lui. Quelque part en avant de lui, un arbre, pas une branche, un arbre entier, s'abattit au sol avec un fracas formidable. Louis aperçut quelque chose. Ce n'était qu'une masse confuse qui dessina en filigrane dans la brume ses contours grisâtres et disparut presque aussitôt, mais elle était aussi haute qu'un immeuble de 5 étages, et il ne s'agissait pas d'une ombre, d'un spectre ou d'un ectoplasme. Louis sentit distinctement l'air qui se déplaçait sur son passage. Ses pas lourds de mastodonte s'abattaient sur le sol avec un choc sourd et se soulevaient à nouveau en aspirant bruyamment la boue. Il lui avait semblé entrevoir, très haut au-dessus de lui, 2 minuscules lueurs oranges, les lueurs de 2 yeux qui étincelaient dans les ténèbres. Le bruit s'éloigna, puis mourut au loin. Dès que ces derniers échos se furent apaisés, une première rainette lança un appel hésitant, une autre lui répondit, puis une troisième se joignit à la conversation. Une quatrième entra dans le colloque, puis une cinquième, une sixième, et bientôt ce fut un vrai concert, et le chœur de crac-crac discordant envahit à nouveau la nuit de son strident tintamarre. Les pas de la créature, qui étaient lents mais nullement incertains, et c'était peut-être cela le pire, cette impression qu'elle donnait de savoir exactement où elle allait, s'était éloignée en direction du nord. Louis tendit l'oreille, mais il n'y avait plus rien à entendre. C'est seulement alors qu'il se remit en mouvement. Ses épaules et son dos ankylosé le faisaient atrocement souffrir. Il était inondé de sueur des pieds à la tête, et les premiers moustiques de la saison, à peine sortis du stade de la nymphe, ne tardèrent pas à former autour de lui une avide nuée. Le Wendigo. Oh, d'où Jésus, c'était le Wendigo, la créature qui rôde dans les contrées du Nord, la créature dont le seul frôlement vous transforme en cannibale. C'était le Wendigo, et il est passé à quelques mètres de moi. Il se dit d'oublier ses balivernes, de faire comme Judd lui avait dit, et de ne pas se faire d'idée au sujet de ce qu'il lui avait semblé voir et entendre à partir du moment où il avait dépassé la limite du cimetière des animaux. C'étaient des huards, des feux follets, c'était une équipe de football qui faisait un petit jogging nocturne. N'importe quoi sauf des créatures reptiliennes qui rampent, sinuent et titubent dans les limbes de l'entre-deux-mondes. D'accord pour qu'il y ait un Dieu. D'accord pour les matinées du dimanche et les pasteurs épiscopaliens, en surplis immaculés, souriant benoîtement à leurs ouailles. Tout sauf ces créatures hideuses, grouillant sur la face obscure de l'univers. Au bout d'un moment, le sol se raffermit sous les pas de Louis. Aussitôt après, il tomba sur un arbre abattu couché en travers du chemin. Avec sa crête de feuillage à demi masquée par la brume de plus en plus clairsemée, il avait l'air d'un plumeau gris-vert oublié sur le plancher par la femme de ménage d'un titan. L'arbre avait été brisé en deux, et la blessure était si fraîche qu'il en sourdait encore une sève gluante et tiède, dont Louis se macula la main en franchissant le tronc abattu. De l'autre côté, il se retrouva au milieu d'un énorme cratère hors duquel il eut le plus grand mal à se hisser. Bien qu'il fût plein d'arbustes écrasés, il se refusa à croire qu'il pût s'agir d'une empreinte de pas, et il se garda bien de se retourner pour vérifier s'il en avait la configuration. Il se hâta de s'éloigner, le cœur battant, la peau froide, la gorge brûlante et sèche. Bientôt, le bruit de succion de la boue fut remplacé sous ses pieds par le crépitement léger des aiguilles de pin. Puis il fut sur du roc. Il était presque au bout de sa route. Le chemin devenait de plus en plus escarpé. Il se racla douloureusement le tibia sur un rocher qui affleurait, mais ce n'était pas simplement un rocher.
Louis tendit le bras, l'articulation de son coude ankylosé l'élança brièvement, et le palpa. « Il y a un escalier ici, taillé à même le roc. Suivez-moi, quand nous serons en haut de cet escalier, nous aurons atteint notre destination. » Il se mit à gravir les degrés, et l'euphorie déferla à nouveau en lui, chassant d'un coup toute sa fatigue, ou en tout cas la faisant provisoirement reculer. Il dénombrait mentalement les marches en s'élevant vers l'air froid, vers ce grand fleuve de vent tumultueux qui plaquait ses vêtements contre lui et faisait claquer comme une voile carguée la toile goudronnée qui enveloppait le corps de Gage. Il rejeta la tête en arrière et aperçut une voûte céleste couverte d'un invraisemblable semis d'étoiles clignotantes. Ne distinguant la forme d'aucune constellation familière, il baissa les yeux un peu troublé. La paroi rocheuse qu'il longeait était poreuse, friable, couturée d'entailles qui dessinaient des formes fantastiques, tantôt celle d'un navire, tantôt celle d'un blaireau, ou encore celle d'une face d'homme renfrogné, aux paupières baissées. En revanche, les degrés de pierre étaient parfaitement lisses. Parvenu au sommet de la dernière marche, Louis fit une brève halte, la tête baissée, en oscillant légèrement sur lui-même. Il aspirait l'air à brefs goulets avides. Il lui semblait avoir les poumons perforés de 1000 trous et qu'une écharde longue et pointue lui transperçait le flanc gauche. Le vent tournait comme un derviche dans ses cheveux et lui rugissait aux oreilles avec une voix de dragon. La lumière lui semblait plus vive que l'autre nuit. Y avait-il moins de nuages ou était-il tout bonnement plus attentif? Qu'importe la raison, en tout cas, il voyait parfaitement clair, et du coup, il sentit un frisson glacial lui remonter lentement le long de l'échine. La disposition était exactement la même que celle du cimetière des animaux. « Tu le savais forcément », lui souffla une voix intérieure tandis qu'il examinait ces vestiges effondrés qui autrefois avaient été des cairns. « Tu le savais, ou tu aurais dû le savoir. Pas des cercles concentriques, une spirale. » Oui. Au sommet de ce plateau rocailleux, tourné vers la lueur froide des étoiles et vers le gouffre sidéral obscur qui la séparait d'elle, s'étalait une gigantesque spirale, à l'édification de laquelle des mains anonymes avaient, c'était le cas de le dire, apporté leurs pierres tour à tour depuis les premiers âges de l'humanité. Il ne subsistait plus un seul cairn vraiment digne de ce nom. Ils avaient été démantelés l'un après l'autre lorsque les êtres, humains ou animaux, qu'on avait ensevelis dessous, avaient jailli de leurs gangs de terre, se frayant un passage à l'aide de leurs griffes ou de leurs ongles. Pourtant, les rocs éboulés avaient gardé la forme initiale de la spirale. Est-ce qu'un pilote survolant la région a jamais aperçu cette spirale? Se demanda brièvement Louis, en songeant à ces immenses dessins tracés dans les sables du désert par une tribu indienne d'Amérique du Sud dont il avait vu quelque part la photographie. A-t-on jamais vu cette chose depuis le ciel? Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on a bien pu en penser? Il s'agenouilla et posa le corps de Gage à terre avec un grognement de soulagement. Peu à peu, sa lucidité lui revenait. Il sortit son canif et s'en servit pour découper le ruban adhésif qui retenait la pelle et la pioche accrochées dans son dos. Les outils tombèrent sur le sol rocailleux avec un cliquetis étouffé. Louis s'allongea sur le dos, les bras en croix, et il resta un moment dans cette position, contemplant le ciel étoilé d'un œil vide. Cette chose dans la forêt, qu'est-ce que ça pouvait bien être? Ah, Louis, Louis, peux-tu vraiment attendre un dénouement heureux d'une pièce qui compte une créature de ce genre parmi ses protagonistes? Mais il ne pouvait plus reculer à présent. Il était trop tard, et il le savait. De toute façon, il n'est pas exclu que les choses tournent bien, reprit sa voix intérieure avec une précipitation bredouillante. Il fallait bien courir le risque, et l'excès d'amour est parfois dangereux, mais si l'affaire réussit, le jeu en aura valu la chandelle. Autrement, il y a toujours ma trousse. Pas celle qui est dans mon bureau, l'autre qui est cachée en haut des étagères de la salle de bain, celle que Judd est allé me chercher le soir où Norma a eu sa crise cardiaque. J'ai des seringues dedans, et si quelque chose arrive, quelque chose d'affreux, personne d'autre que moi ne le saura. Ses pensées se fondirent bientôt en une litanie confuse de prières inarticulées, et ses mains cherchèrent à tâtons le manche de la pioche. À genoux, Louis se mit à creuser le sol. Chaque fois que la pioche s'abattait, il s'affalait sur l'extrémité du manche, tel un ancien Romain se jetant sur son glaive. Mais graduellement, l'excavation prit forme et s'agrandit.
Quand il avait dégagé un rocher, il déposait la pioche et le hissait hors du trou. Pour la plupart, il les jetait sur le tas de terre caillouteuse qui s'accumulait au bord du trou. Mais il mettait les plus beaux à part, pour le cairn. « 56. Rachel s'asséna de grandes claques sur la figure. Ses joues lui cuisaient, mais elle était toujours aussi somnolente. À un moment, elle réussit à s'ébrouer vraiment. Elle arrivait à Pittsfield à présent, et elle avait l'autoroute entièrement à elle. Et l'espace d'une seconde, il lui sembla qu'une myriade d'yeux avides et cruels la regardaient, étincelant de lueurs vives et froides comme du mercure. Ensuite, les yeux prirent la forme moins redoutable des petits cataphotes qui s'alignaient le long de la glissière de sécurité. La chevette avait dérivé vers la droite, et elle roulait à présent sur les gravillons de l'accotement. Rachel donna un brusque coup de volant à gauche, ses pneus hurlèrent, et il lui sembla entendre un bref crissement métallique. Son pare-choc avant avait probablement heurté un des poteaux de la glissière. Son cœur fit un bond dans sa poitrine, et il se mit à lui cogner si fort entre les côtes qu'elle vit des phosphènes minuscules qui s'enflaient et diminuaient devant ses yeux à chaque battement. Quelques instants plus tard, malgré la peur bleue qu'elle venait d'avoir, en dépit aussi de Robert Gordon, qui braillait Red Hot à la radio, son invincible torpeur s'abattit à nouveau sur elle. Une idée démente lui jaillit soudain dans la tête. Mais non, c'était de la pure paranoïa. « Ça y est, Rachel, tu nages en pleine parano », murmura-t-elle, et sa voix se perdit dans les vociférations du rock'n'roll. Elle voulut rire, mais quelque chose l'en empêchait. Cette idée refusait obstinément de la quitter, et dans cette nuit venteuse, elle prenait une sorte d'irréelle crédibilité. Il lui semblait être devenu un personnage de dessin animé qui court de toutes ses forces sans s'apercevoir qu'il s'est pris dans l'élastique d'un lance-pierre gigantesque. Ce pauvre type a de plus en plus de mal à se propulser vers l'avant, et, à la fin, l'énergie potentielle de l'élastique devient égale à l'énergie réelle du coureur, et l'inertie jouant, qu'est-ce qui se passe déjà? Pourtant c'est le b.a.-ba de la physique. Quelque chose essayait de la retenir. Ne te mêle pas de ça, toi. Et un corps inerte tend à demeurer inerte. Le corps de Gage, par exemple. Dès lors que son mouvement... Cette fois, le hurlement des pneus fut assourdissant. Rachel avait réagi à l'ultime seconde. L'espace d'un moment, la chevette avait roulé au contact de la glissière de sécurité, dans un grincement terrifiant, et les arêtes d'acier lui avaient balafré les flancs en soulevant des gerbes d'étincelles. Rachel avait tenté de braquer, mais le volant ne lui répondait plus. La seconde d'après, la voiture s'immobilisa, et elle se retrouva debout sur le frein, la poitrine soulevée par des sanglots incoercibles. Cette fois, elle s'était endormie. Il ne s'agissait pas d'une simple torpeur, elle dormait à poing fermé. Elle avait même rêvé, tout en roulant à 60 miles à l'heure. Et s'il n'y avait pas eu cette rambarde, ou si elle avait buté dans la culée d'une passerelle, elle se rangea sur l'accotement, mit la voiture au point mort, s'enfouit le visage dans les mains et pleura. Elle était affolée, morte de peur. Quelque chose essaie de m'empêcher de rejoindre Louis. Lorsqu'elle eut repris la maîtrise de ses nerfs, elle se remit en route. La direction de la chevette ne semblait pas faussée. Par contre, il y avait de fortes chances pour qu'on lui fasse quelques problèmes lorsqu'elle retournerait la voiture au comptoir à vis de l'aéroport de Bangor. Oublie ça, chaque chose en son temps. Pour l'instant, il faut absolument que tu t'envoies une solide dose de café. C'est la priorité des priorités. À Pittsfield, elle prit la première sortie qui se présenta. Au bout d'1 kilomètre, elle aperçut la lueur éblouissante de lampes à arc et le grondement continu d'énormes moteurs parvint simultanément à ses oreilles. Un arrêt de routier. Elle passa d'abord à la station-service pour faire le plein. « Oh, dites donc, vous accolez une sacrée belle éraflure à votre flanc droit !» commenta le pompiste d'une voix presque admirative. Après quoi, elle gara la chevette sur l'aire de stationnement et se dirigea vers l'entrée du restaurant. Lorsqu'elle poussa la porte, une odeur de friture et d'œufs brûlés lui afflua aux narines, à laquelle se mêlait un arôme bienheureux de café noir. Rachel avala coup sur coup, comme elle l'aurait fait d'un médicament, 3 tasses de café sans crème généreusement additionnées de sucre. Quelques routiers étaient agglutinés au comptoir, d'autres épars dans la salle.
Il lutinait les serveuses qui, dans la lumière crue des tubes fluorescents, avaient toute la même allure, celle d'infirmières harassées qui ont une bien triste nouvelle à annoncer. Après avoir réglé son addition, elle regagna le parking et remonta à bord de la voiture. Mais la petite bagnole refusait obstinément de démarrer. Lorsque Rachel tournait la clé, elle n'obtenait qu'un soupir rauque du solénoïde, et rien de plus. Rachel ferma les poings et elle les abattit à coups répétés sur le volant, mais ses mouvements étaient languides et sans force. Quelque chose essayait de l'arrêter. Il n'y avait aucune raison pour que cette voiture lui claque dans les mains comme cela. Elle était neuve, avec moins de 8000 kilomètres au compteur. Pourtant, elle était bel et bien en carafe à Pittsfield, et il lui restait pas loin de 100 bornes jusqu'à Ludlow. Les gros camions allaient et venaient autour d'elle en produisant un vrombissement continuel. Et tout à coup, la certitude lui vint que le semi-remorque qui avait tué son fils était parmi eux, et que son moteur, au lieu de ronronner, grondait de rire. Elle abaissa la tête et se mit à pleurer. « 57. Louis trébucha sur quelque chose et s'étala de tout son long. D'abord, il crut qu'il ne se relèverait pas. Il se sentait incapable de faire le moindre geste. Il resterait étendu, là, écoutant le chœur des rainettes qui continuait à striduler dans le marais du Petit Dieu, quelque part derrière lui, et auquel répondait un chœur de tiraillements et d'élancements montant de toutes les parties de son corps perclus d'innombrables douleurs. Il resterait étendu là jusqu'à ce qu'il s'endorme, ou jusqu'à ce qu'il meure. Probable qu'il mourrait plutôt. Il se rappelait avoir traîné le rouleau de toile goudronnée jusqu'au trou qu'il avait creusé et avoir ensuite repoussé dedans la plus grande partie des déblais avec ses mains nues. Et il lui semblait bien aussi qu'il avait dressé au-dessus un tumulus de pierre en forme de pyramide, mais à partir de là, il ne se souvenait pratiquement de rien. À n'en pas douter, il avait dû redescendre les degrés de pierre, sans quoi il ne se fût pas trouvé à cet endroit. Où était-il donc, au fait? Il regarda autour de lui, et il lui sembla reconnaître un des bosquets de vieux pins majestueux qui bordaient le sentier dans sa partie la plus méandreuse, juste après le tas d'arbres morts. Se pouvait-il qu'il ait parcouru toute cette distance, retraversé le marais du Petit Dieu, sans même s'en rendre compte? Oui. C'était du domaine du possible, après tout. Je suis assez loin. Je n'ai qu'à dormir ici. C'est précisément cette pensée faussement réconfortante qui le poussa à se lever et à se remettre en route. S'il restait là, cette chose risquait de le débusquer. Peut-être était-elle déjà en train de parcourir la forêt en tous sens pour le retrouver. Il leva une main, se frotta le visage de la paume et constata avec stupeur qu'elle était couverte de sang. Il saignait du nez. Comment s'était-il fait ça? Qu'est-ce qu'il avait bien pu heurter? Bon, on s'en fout, articula-t-il d'une voix enrouée en tâtant le sol autour de lui avec des gestes gourds, pour tâcher de remettre la main sur sa pelle et sa pioche. 10 minutes plus tard, il se retrouva face à la masse sombre du tas d'arbres morts. Il escalada en trébuchant à plusieurs reprises, sans toutefois perdre pied. Lorsqu'il fut presque en bas du versant opposé, il jeta un coup d'œil en direction de ses pieds, et aussitôt une branche se brisa avec un bruit sec. « Ne regardez pas vos pieds », lui avait dit Judd. Une deuxième branche dégringola, projetant son pied vers l'avant, et il perdit l'équilibre. Il s'écrasa lourdement sur le côté, et le choc lui coupa la respiration. « Oh nom de Dieu, c'est la deuxième fois cette nuit que je me casse la gueule dans un cimetière. Ce coup-ci, merde, ce sera la dernière. » À nouveau, il dut tâtonner autour de lui pour retrouver sa pelle et sa pioche, et ça lui prit un temps fou. Ensuite, il jeta un coup d'œil circulaire sur le cimetière faiblement éclairé par la lueur des étoiles. À quelque distance, il apercevait la plaque funéraire de Smokey, le chat le plus gentil du monde, compléta mentalement Louis avec lassitude, et celle de Trixie, écrasée sur la route, qu'il avait redressée de ses propres mains, par une belle soirée d'été, jadis. Le vent soufflait encore très fort, et Louis percevait le son grêle et tintinabulant d'un morceau de métal qui frappait à coups répétés sur un objet dur. Sans doute une boîte de conserve laborieusement découpée à l'aide des cisailles du papa par un enfant qui avait perdu sa bestiole chérie,
puis redressé à coups de marteau et cloué à un bâton. Ce tintement insistant, qui sortait de l'obscurité, fit renaître la terreur qui s'était assoupie au fond du cœur de Louis. Sa fatigue était si grande que sa peur s'en était comme émoussée, mais ce ping-ping continuel lui rendait peu à peu le fil perdu. Il traversa le cimetière des animaux, passa devant la dernière demeure de Martha notre lapine, celle qui était décédée le 1er mars 1965, entrevit le monticule en forme de taupinière qui surmontait la tombe du général Patton, enjamba le morceau de planche déchiquetée qui marquait l'emplacement de celle de Polynésia. Le tintement était beaucoup plus proche à présent. Il s'arrêta et fouilla du regard les tombes qui s'alignaient devant lui. Il finit par apercevoir un rectangle de fer blanc fixé au sommet d'un piquet carré, qui était fiché un peu de guingois dans le sol. Le bout de fer blanc portait une inscription, et Louis dut se pencher pour la déchiffrer dans la pénombre. Elle disait « Ringo, notre hamster bien-aimé, 1964-1965 ». Elle s'était à demi détachée de son socle, et c'est elle qui produisait ce tintement de grelot en résonnant contre une des planches qui supportait l'arcade de l'entrée. Louis tendit la main pour remettre la mince plaque de métal en place, mais il laissa son geste en suspens. Un frisson lui remonta le long de la nuque, et il éprouva une sensation de fourmillement au cuir chevelu. Quelque chose remuait, là-bas, derrière, de l'autre côté du tas d'arbres morts. Il avait perçu une série de sons furtifs, un léger frôlement dans les fourrés, les aiguilles de pin qui craquaient, le bruit sec d'une brindille qui se brisait, et ils étaient tout juste audibles à travers les gémissements du vent. « Gage » appela-t-il d'une voix rauque. Il se rendit soudain compte de ce qu'il était en train de faire, qu'il était en train de crier le nom de son fils mort au fond d'une forêt obscure, et cette fois, ses cheveux se dressèrent sur sa tête. De longs frissons incoercibles le parcoururent, comme s'il était en butte à une sévère attaque de fièvre maligne. « Gage » Les bruits s'étaient tus. « Non, pas encore. Il est trop tôt. Ne me demande pas comment je le sais, voilà tout. Ce n'est pas Gage qui est tapis là-bas derrière, c'est autre chose. » Tout à coup, il entendit la voix d'Élie qui lui expliquait. « Il lui a crié « Lazare, sors !» S'il avait seulement dit « sors », tous les morts de ce cimetière seraient sortis de leur tombe, mais Jésus ne voulait que Lazare. De l'autre côté du tas d'arbres morts, les bruits avaient repris. De l'autre côté de la barrière, presque, mais pas tout à fait, couvert par le mugissement du vent, comme si une créature aveugle, poussée par quelque obscur atavisme, avait pisté Louis. Des images atroces, répugnantes, se formèrent dans son cerveau exténué, celle d'une taupe colossale, d'une chauve-souris géante qui eût sautillé gauchement à travers les fourrés au lieu de voler. Il sortit du cimetière à reculons et ne tourna le dos au tas d'arbres morts, dont la masse hostile luisait d'un éclat spectral, barrant les ténèbres d'une cicatrice livide, que lorsqu'il fut hors de vue. Ensuite il pressa le pas, et lorsqu'il fut arrivé à environ 500 mètres de l'endroit où le chemin jaillissait hors de la forêt et s'engageait dans le pré, derrière chez lui, il eut un dernier sursaut d'énergie et se mit à courir. Après avoir jeté la pelle et la pioche dans un coin du garage, Louis resta un moment debout au sommet de l'allée, les yeux fixés sur le chemin qu'il venait de parcourir. Ensuite, il les leva au ciel. Il était 4h15, l'aube n'allait sans doute pas tarder à se lever. De l'autre côté de l'Atlantique, le soleil était déjà haut dans le ciel, mais ici, à Ludlow, la nuit tenait encore bon. Le vent soufflait inlassablement. Il traversa le garage en tâtonnant le long de la paroi et pénétra dans la maison par la porte de derrière. Il n'alluma pas dans la cuisine et se dirigea droit vers le petit cabinet de toilette qui ouvrait sur le dégagement séparant la cuisine de la salle à manger. Cette fois, il actionna le commutateur et il se retrouva nez à nez avec Church, vautré sur le couvercle du réservoir de la chasse d'eau, qui le fixait de ses yeux jaune-vert à l'expression trouble. « Church ?» fit Louis. « Je croyais qu'on t'avait mis dehors. » Le chat continua à le fixer sans bouger. Oui, on l'avait bel et bien mis dehors. En fait, Louis s'en était personnellement chargé. Il s'en souvenait très distinctement.
tout comme il se souvenait d'avoir remplacé le carreau cassé du soupirail de la cave et de s'être dit que ça réglerait le problème. Quelle blague! Comment avait-il pu être aussi naïf? Quand Church avait envie de rentrer, il rentrait, voilà tout. Church était différent à présent. Mais ça lui était égal. Il était tellement abruti de fatigue que plus rien ne paraissait avoir d'importance. Il lui semblait n'être plus qu'un vague déchet d'humanité, un peu pareil à ces morts-vivants hagards et titubants des films de George Romero, ou à un des hommes creux du poème de T.S. Eliot. Tournons, tournons autour du figuier de Barbarie, à 5 heures du matin, se récita-t-il, et il émit un gloussement étranglé. « Eh oui, Church, j'ai la tête pleine de paille, » dit-il d'une voix rauque et croassante, tout en déboutonnant sa chemise. « Je suis une belle andouille, crois-moi. » Une vilaine échymose brunâtre était en train de s'agrandir sur son côté, et après avoir baissé son blue jean, il constata que le genou qu'il avait cogné contre une pierre tombale était enflé comme un melon. La bosse avait pris une sale couleur violacée, et il comprit que s'il restait un moment sans plier le genou, l'articulation serait coincée comme par une chape de béton. C'était le genre de lésion susceptible de se réveiller à chaque fois que l'atmosphère est un peu trop pluvieuse pendant tout le reste de votre vie. Il tendit une main pour caresser l'échine de Church, comme si ce contact avait pu lui apporter une sorte de réconfort. Mais le chat se déroba, sauta à terre et sortit de la pièce de son allure titubante, si bizarrement dépourvue de grâce féline. Au moment de passer la porte, il coula un regard jaune et inexpressif dans la direction de Louis. Il y avait un tube de Bengay dans l'armoire à pharmacie. Louis s'assit sur le siège des toilettes et tartina son genou blessé d'une couche épaisse de pommade phéniquée. Il s'en passa aussi dans la région sacro-lombaire, opération qui n'alla pas sans quelques difficultés. Ensuite, il sortit du cabinet de toilette et gagna le living room. Il alluma la lumière du couloir d'entrée et resta un moment debout au pied de l'escalier, regardant autour de lui d'un air hébété. Comme tout cela lui paraissait étrange. Là, il avait sorti le pendentif en saphir de chez Tiffany's de la poche de sa robe de chambre pour l'offrir à Rachel le soir de Noël. Et là, c'était son bureau, le fauteuil dans lequel il était assis le soir où il avait expliqué les réalités de la mort à Ellie, après que Norma Crandall eût été terrassée par une crise cardiaque. Ces réalités qu'en fin de compte, il avait lui-même trouvées inacceptables. C'est dans ce coin-là qu'ils avaient dressé l'arbre de Noël. C'est à cette fenêtre qu'ils avaient scotché la dinde confectionnée par Ellie avec des papiers de couleur, cette dinde à laquelle Louis avait trouvé des allures de corbeau futuriste. Et quelques mois avant cela, la pièce avait été entièrement vide, à l'exception des piles de cartons et de caisses dans lesquelles ils avaient entassé toutes leurs possessions, et qu'un gros camion de l'United Van Lines avait acheminé de Chicago jusqu'ici. Louis se rappela les avoir trouvées bien insignifiantes en les voyant ainsi emballées dans des cartons, s'être dit que ce tas de vieux machins constituait un bien piètre rempart contre ce monde extérieur hostile et froid, où leurs noms et leurs habitudes familiales ne signifiaient absolument rien. Comme tout cela lui semblait étrange, et comme il aurait voulu n'avoir jamais entendu parler de l'université d'Orono, de Ludlow, des Crandall et de tout le reste. Il monta l'escalier en caleçon, pénétra dans la salle de bain du premier, se jucha sur le tabouret et prit la petite mallette noire rangée au sommet de l'armoire à pharmacie. Il l'emporta dans sa chambre, s'assit sur le lit et en inspecta le contenu. Oui, il disposerait de plusieurs seringues hypodermiques si besoin était. Et sous les rouleaux de bande Velpo, les ciseaux de chirurgie et les sachets de fil à suturer, il découvrit un certain nombre de petits flacons qui contenaient un produit hautement toxique. Ça pourrait toujours servir. Louis referma la mallette et la posa par terre à côté du lit. Il éteignit le plafonnier, puis il s'allongea, les mains croisées sous la nuque. C'était un vrai délice de pouvoir enfin s'étendre confortablement sur un vrai lit. Il se mit à rêvasser, et son imagination le ramena une fois de plus à la Floride et à Disney World. Il se vit vêtu d'un uniforme blanc, au volant d'une fourgonnette, également blanche, dont les flancs ne portaient pas d'autre signe distinctif que la célèbre paire d'oreilles de Mickey. Rien qui puisse faire soupçonner qu'il s'agissait d'un véhicule de secouriste, rien qui puisse effaroucher la clientèle.
Gage était assis à côté de lui, la peau tannée par le soleil, si rayonnant de santé que les blancs de ses yeux en avaient des reflets bleutés. À quelques pas sur leur gauche, ils apercevaient un grand dingo qui secouait la main d'un petit garçon pétrifié d'émerveillement. Puis ce fut Winnie l'ourson qui posait avec 2 mémés hilars en pantalon, tandis qu'une 3e mémé hilar en pantalon les prenait en photo. Et une fillette endimanchée qui criait à tue-tête « Oh, je t'aime, mon petit tigrou, je t'aime tellement !» Louis et son fils patrouillaient inlassablement à travers ce domaine enchanté à bord de leur fourgonnette blanche. Le gyrophare rouge qui surmontait le tableau de bord était pieusement dissimulé par un capuchon de vinyle noir, car il ne voulait pas semer la zizanie, oh non, seulement être prêt à l'affronter partout où elle montrait le bout de son nez. Même ici, dans cet endroit uniquement voué aux plaisirs les plus innocents, la fatalité était partout à l'affût. Tantôt, c'était un quinquagénaire jovial, qui venait d'acheter un rouleau de pellicule à la boutique photo de Main Street, qui s'agrippait soudain la poitrine et tombait terrassé par un infarctus. Tantôt, une femme enceinte qui perdait subitement les os au moment où elle posait le pied hors d'une des petites cabines de la grande roue. Ou encore une fillette de 12 ans, à l'adorable blondeur, pareille à celle des couvertures de magazines de Norman Rockwell, qui était tout à coup victime d'une attaque d'épilepsie foudroyante et s'abattait de tout son long sur le trottoir, les talons de ses baskets martelant le ciment sur un rythme frénétique et discordant. On n'était jamais à l'abri des coups de sang, des coups de soleil, des coups de chaleur, et quelquefois même, à la fin d'un de ces longs après-midi torrides et étouffants de l'été floridien, il arrivait que la foudre frappât. Souvent aussi, le grand, le terrible Oz rôdait en personne dans les parages. On l'apercevait arpentant la chaussée juste au-dessous de l'endroit où le monorail pénètre dans le tunnel du pays de la magie, ou chevauchant un des Dumbo volants du grand manège, en promenant autour de lui son regard inexpressif et brumeux. Louis et Gage en étaient venus à le considérer comme une des figures familières de l'énorme parc d'attractions, au même titre que Dingo et Mickey, Winnie et Tigrou, ou que l'irascible Mr. Duck. À part que personne ne désirait être photographié à ses côtés, ni lui présenter son petit garçon ou sa petite fille. Louis et Gage le connaissaient bien car ils avaient eu affaire à lui quelque temps plus tôt, en Nouvelle-Angleterre. Oz n'attendait que l'occasion de vous étouffer à l'aide d'une bille, de vous asphyxier à l'aide d'un sac de teinturier imprégné de détachants toxiques, de vous faire frire à l'aide d'une bonne giclée d'électricité. Tu veux aller faire une petite balade dans l'autre monde, charmant bambin? Tiens, tu n'as qu'à coller ton doigt dans cette douille vide ou dans cette prise murale qui s'ennuie toute seule. La mort était présente partout. Dans le petit sac de cacahuètes à 25 cents, dans le morceau de beefsteak qu'on avale de travers, dans le prochain paquet de cigarettes. Elle était à l'œuvre 24 heures sur 24, l'œil fixé sur les écrans de la salle de contrôle, d'où elle surveillait tous les points de passage entre la vie terrestre et l'éternité. Seringues mal lavées, insectes venimeux, câbles à haute tension tombés dans les hautes herbes, incendie de forêt. Patins à roulettes déchaînés qui propulsent des petits mômes étourdis au beau milieu d'un carrefour encombré. Quand vous vous installez dans la baignoire pour prendre une douche, Oz vient s'y coller avec vous. Soyez économe, douchez-vous avec un ami. Quand vous montez en avion, c'est à Oz que vous remettez votre carte d'embarquement. Il est dans l'eau que vous buvez, dans les aliments que vous mangez. Quand vous vous réveillez en sursaut, seul et terrifié, et que vous criez « Qui est là ?» en direction des ténèbres, c'est sa voix qui vous répond. « N'aie pas peur, vieux, ce n'est que moi. Comment vas-tu, haut de poil ? Ah, t'as un cancer du côlon ? C'est pas le pied, dis donc, dur des veines. Septicémie, leucémie, thrombose, athérosclérose, encéphalite, ostéomyélite. Allons-y, allez, go! Junkie tapis sous une porte cochère avec un couteau. Téléphone qui sonne au beau milieu de la nuit. Le sang bouillonne dans l'acide d'une batterie sur une rampe d'autoroute perdue de la Caroline du Nord. Des comprimés en grosses poignées. Allez, croque! Cette bizarre coloration bleue des ongles des victimes d'asphyxie. En se débattant désespérément pour survivre, le cerveau pompe toutes les parcelles d'oxygène dont il peut disposer, y compris celui des cellules vivantes de la région subinguéale. Salut les aminches, on m'appelle le grand, le terrible Oz. Mais vous pouvez dire Oz tout court après tout.
On est potes à présent, pas vrai? Je ne reste qu'une minute, le temps de vous foutre en l'air avec un petit coup de congestion cérébrale, une petite rupture du myocarde ou un machin du même genre. Vous m'excuserez de ne pas m'attarder, mais j'ai une parturiente à faire mourir en couche et un petit boulot d'asphyxie par l'oxyde de carbone à expédier du côté d'Omaha. Et en arrière-plan, il y a cette petite voix grêle de fillette qui piaille sans discontinuer. « Je t'aime, Tigrou, j'ai foi en toi, Tigrou. Jamais je ne cesserai de t'aimer et d'avoir foi en toi. Ainsi je resterai éternellement jeune, et il n'y aura jamais de place dans mon cœur pour aucun autre ose que l'inoffensif charlatan que Dorothy est allée visiter dans la cité d'Émeraude. Je t'aime, je t'aime !» Nous patrouillons sans cesse, mon fils et moi, parce que l'essentiel dans la vie, ce n'est ni la guerre ni l'amour. C'est ce combat épique et perdu d'avance contre le grand, le terrible Oz. Nous patrouillons, assis côte à côte dans notre fourgonnette blanche, sous le ciel étincelant de la Floride. Le gyrophare rouge est dissimulé par un capuchon, mais au besoin, nous pouvons toujours le décoiffer. Et personne d'autre que nous n'a besoin de savoir, parce qu'un cœur d'homme a un sol plus rocailleux, Louis. On y fait pousser ce qu'on peut. Et on le soigne. Tandis qu'il remuait ses confuses pensées entremêlées de brefs éclats de rêve, Louis Creed glissait lentement vers le sommeil, débranchant un à un les fils qui reliaient son cerveau à la réalité extérieure. À la fin, les dernières traces de pensée s'effacèrent de l'écran de son esprit, et sa fatigue écrasante l'entraîna tout au fond d'un immense gouffre ténébreux. Juste avant le point du jour, des pas résonnèrent sur les marches de l'escalier. Ils étaient lents, maladroits, mais nullement indécis. Une ombre silencieuse passa dans le couloir obscur, laissant dans son sillage une traîne de puants effluves. Louis dormait d'un sommeil extrêmement pesant, mais il grogna et se retourna sur le ventre pour échapper à cette odeur. Ensuite, sa respiration reprit un rythme profond et régulier. La silhouette s'arrêta sur le seuil de la chambre. Un court moment, elle resta debout, immobile. Puis elle entra. Le visage de Louis était enfoui dans l'oreiller. Deux mains très blanches se tendirent vers la trousse de médecin posée à côté du lit et en firent jouer la serrure avec un imperceptible déclic. Elles fourragèrent à l'intérieur, produisant un froissement étouffé et de furtifs cliquetis de métal. Les mains repoussèrent sans même s'y arrêter les boîtes de pilules, les seringues, les flacons. Ensuite, elles découvrirent un objet intéressant et le tirèrent hors de la mallette. L'objet jeta de brèves lueurs argentées dans la grisaille du jour naissant. L'ombre se glissa hors de la chambre.